Nous sommes à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé pour ce nouveau numéro de Check-up. Mesdames et messieurs, bienvenue. Des millions de femmes et d'enfants meurent chaque année dans le monde et en République démocratique du Congo, on évoque 846 décès des femmes sur 100 000 accouchements vivants et un nouveau-né sur 35 meurt avant d'atteindre un mois. Des décès causés notamment par des complications liées à l'accouchement. Pourtant, aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie. Et pour aider le pays à être au rendez-vous des ODD en 2030, l'ONG ProSami s'implique dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile en faisant la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. On en parle tout de suite dans ce check-up. Un métier, un don de soi, aux côtés des femmes enceintes. Les sages-femmes participent à la vie du futur bébé. Prévoyantes pendant la grossesse, attentives à l'accouchement, où elles appliquent des soins essentiels au nouveau-né. Un travail qui nécessite un autre regard de la société. Cette année en République démocratique du Congo, pour témoigner de la considération envers ces personnes dévouées, le thème de la célébration de la journée des sages-femmes a adopté une approche pour inciter les décideurs à plus d'intérêt pour la réglementation de cette profession dans le pays, au moment où la mortalité maternelle et infantile reste élevée. 846 décès sur 1000 naissances vivantes. Il faut donc soutenir les sages-femmes pour qu'elles fassent correctement leur travail des défenseurs des droits des femmes. Tout d'abord, c'est une vocation. Sachant bien que c'est un travail, un métier noble, mais pour moi, c'est pour moi. J'ai choisi juste une spécialité. Dans cette spécialité, j'ai dit non, moi j'aime sauver les femmes. La présence de la première dame sur le lieu de la célébration officielle visait à reconnaître l'importance de la profession sage-femme et de contribuer à sa promotion. Denis Nyakeru Tshisekedi a salué le travail abattu par les sages-femmes et appelle à une réflexion coordonnée, inclusive et plus efficace afin d'accompagner la sage-femme dans son travail. Il est de notre devoir d'agir ensemble et maintenant. Cette fatalité doit s'arrêter. Pour ce faire, il est important d'aboutir à une réglementation efficace et efficiente de la profession de sage-femme en RDC, mais aussi des droits de la femme en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour ma part, je serai à l'écoute et sensible à toutes les propositions susceptibles d'améliorer la condition de la femme, particulièrement celle de la sage-femme. En plus de la marche de santé, des formations de mise à niveau, les sages-femmes plaident pour une réglementation de leur profession par la création d'un ordre. Un invité sur ce plateau de check-up, il s'agit de Madame Agnès Kanyanya-Kalanji. Bienvenue Madame. Merci. Vous êtes infirmière, sage-femme, mais aussi fondatrice de l'ONG internationale ProSami, qui veut justement dire promotion de la santé maternelle et infantile. Madame Agnès, nous allons justement axer notre émission sur ce problème de la santé maternelle et infantile. Il faudrait à tout prix promouvoir la santé maternelle et infantile. On parle de 846 décès. Des femmes sur 100 000 accouchements vivants. On parle d'un nouveau-né sur 35 qui meurt avant l'âge d'un an. Madame Agnès, ces chiffres sont quand même criants. Est-ce que ça ne pouvait pas être autrement en République démocratique du Congo? Ça peut être autrement. Si ça se fait autrement ailleurs, je vais dire dans certains pays d'Afrique, ça peut aussi être autrement chez nous. On dit que les femmes continuent à mourir en donnant la vie et pourtant cela ne devrait pas être ainsi. Aucune femme, alors aucune ne devrait mourir en donnant la vie. Dans certains autres pays du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou en Amérique, ils ont déjà dépassé ce problème. Mais en République démocratique du Congo, on continue à en parler. Madame Agnès, quel serait le problème? Il a été prouvé que la formation de la sage-femme est la clé la plus sûre pour vaincre la mortalité maternelle et infantile. Ça a été prouvé. Et chez nous, ça a été démontré que notre formation n'est pas adéquate pour justement vaincre ce défi. La formation en République démocratique du Congo n'est pas adéquate. Vous êtes pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Est-ce que vous pourrez nous dire sur quoi vous vous basez justement pour faire cette promotion? Justement, en connaissant que la formation de la sage-femme est la clé la plus sûre pour vaincre la mortalité maternelle et infantile, notre intervention est axée sur
la formation de la sage-femme. Nous sommes entrés ici en RDC pour renforcer la formation des sages-femmes qui existaient et pour leur donner un endroit où ils peuvent quand même aider la femme enceinte dans un endroit géographiquement accessible. Madame Agnès, on dit que pour pouvoir lutter contre un problème, il faudrait bien le cerner. En regardant la situation de la République démocratique du Congo, de la sage-femme en République démocratique du Congo, de la mortalité, de la santé plutôt de la mère et de l'enfant, quels sont les problèmes, quelles sont les causes justement qui font à ce que nous puissions avoir toujours un pic sur ce problème de mortalité maternelle et infantile? Il y en a beaucoup, mais je vais épingler ce qui nous concerne. Il y a des études qui ont été conduites. En 2011, globalement, il y avait pénurie globale des sages-femmes. Et au Congo, en 2012, il avait été trouvé qu'il y avait pénurie de sages-femmes et puis leur formation n'était pas adéquate. Ça n'atteignait pas le standard international. Puis encore, il y avait manque de régulation pour ces infirmières-là. Tout le monde pouvait accoucher, faire des accouchements. Et ça, c'était à la base de la mortalité maternelle et infantile. Mais aujourd'hui, est-ce que le ProSami travaille en collaboration avec toutes ces structures qui veulent accompagner la sage-femme dans son travail, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population qui soutient les sages-femmes? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec ces structures afin de former davantage nos sages-femmes ici en RDC? Nous les avions contactés en 2012 pour essayer de nous intégrer, mais à ce moment-là, ils nous ont dit que leur action n'était pas dans le Kasaï oriental, qui était notre champ d'action. Alors nous avions abandonné cette piste, mais nous avons travaillé avec le gouvernement provincial, les autorités provinciales du Kasaï oriental. Nous avons travaillé avec eux pour mener nos actions jusqu'ici. Mais justement, puisque vous parlez de ces actions, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites déjà en République démocratique du Congo dans le cadre de la formation de sages-femmes? La formation de la sage-femme, oui, nous l'avons entamée en amenant 4 sages-femmes du Kasaï oriental aux États-Unis. Elles sont venues en 2015 et elles ont passé 10 mois de formation théorique. Et quand elles sont revenues, nous avons initié ce que nous appelons la formation en cascade. C'est-à-dire ces 4 femmes qui ont commencé une formation qui devait durer 18 mois, suivant les normes de la Confédération internationale de la sage-femme qui détient le standard. Alors ces 4 sages-femmes nous ont pris chacune 4 pour commencer à former les autres 4 pendant qu'elles terminaient leur formation. Ça s'appelle formation en cascade. Et nous avons avancé avec un groupe de 20. Et l'Université de Virginie, qui est notre partenaire, nous a donné la télémédecine pour que nous puissions continuer à les atteindre après qu'elles soient revenues au pays. Et nous avons continué à travailler comme ça. La télémédecine, quelque chose d'innovant? C'est innovant, c'est-à-dire nous pouvons faire des études ou des consultations à distance. Comme je suis en présence avec vous, on nous met en présence. Quel que soit le nombre de kilomètres qui nous séparent, mais nous sommes comme si nous sommes ici face à face. Et c'est ça la télémédecine que les États-Unis nous ont donnée. Nous sommes séparés à 7000 kilomètres avec la Virginie, mais nous avions notre classe en face comme ça pour enseigner. Ils nous ont connectés, nous en Virginie, à 2 postes différents, et puis un collègue en Afrique du Sud qui enseignait aussi et un autre en Inde. Donc on a connecté les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Inde au Kasaï oriental en République démocratique du Congo. Oui, les États-Unis, l'Université de Virginie nous a connectés comme ça. Le Kasaï oriental et l'Université de Virginie. L'Afrique du Sud et l'Université de Virginie. L'Inde et l'Université de Virginie. Et nous tous, nous pouvons atteindre le Kasaï oriental pour enseigner, communiquer et même faire des consultations. Madame Agnès, essayez de nous expliquer un peu plus clairement comment ça se passe. Vous avez votre centre pilote au Kasaï oriental et vous travaillez, vous accompagnez les sages-femmes, vous les aidez à avoir plus d'expérience et d'expertise. Mais quel est l'apport justement de la télémédecine dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile? Le grand apport de cette télémédecine, c'est parce qu'elle se moque de la distance, elle se moque des ponts, elle se moque des montagnes, elle se moque même des circonstances, qui est la guerre ou qui est la paix. La télémédecine se moque. C'est-à-dire nous, les enseignants, où que nous soyons, nous pouvons amener notre expertise
à ceux qui sont en train d'apprendre, quelle que soit la circonstance. Et c'est un grand apport. Parce que, comme nous avons dit, la formation est la clé. Alors il fallait former absolument. Et avec la télémédecine, nous formons. Aujourd'hui, on doit dire que votre cheval de bataille, c'est d'abord la formation des sages-femmes. La formation de la sage-femme et l'établissement ou la réhabilitation d'un centre de santé dans un endroit géographiquement accessible à la population à servir. La République démocratique du Congo est un grand pays. Il y a un pays continent. Un pays continent, justement. Il y a 500 zones de santé et aujourd'hui, vous êtes justement dans la province du Kasaï oriental et c'est là que vous avez commencé vos actions. Est-ce que vous pensez que ce sera facile pour vous de pouvoir couvrir toute l'étendue du pays? La partie la plus difficile vient d'être faite parce que nous avons commencé sans rien et nous avons atteint ce que nous avons atteint. Alors nous avons confiance en nous-mêmes que maintenant que nous avons un modèle, nous pouvons le répliquer. C'est plus facile de répliquer que de commencer. Nous allons couper et coller. Oui, c'est plus facile de faire dans ce pays continent ici, mettre nos centres comme nous venons de le faire en Mbuji-Mayi, mettre partout dans toutes les provinces. Nous sommes prêts et c'est pour ça que nous sommes venus. Et qu'est-ce qui vous manque pour que vous puissiez étendre ces actions? Vous avez commencé à Mbuji-Mayi en 2009, aujourd'hui nous sommes en 2019, 10 ans après. Pourquoi vous êtes resté dans ce coin? Pourquoi on ne vous a pas vu, on n'a pas vu ProSami en action dans d'autres provinces du pays? Justement, c'était la partie la plus difficile. Parce que quand nous avons commencé, on n'avait rien et on voulait que les pays qui avaient la formation que nous avions désirée nous aident. Mais les pays-là ne voulaient pas nous aider. Alors nous avons pris les choses en main nous-mêmes. Et ça a pris du temps. Tout ça, ça a pris du temps. Donc le premier pas était le plus difficile et ça a pris tout ce temps. Vous pouvez voir. Ça a pris tout ce temps pour que nous puissions vraiment faire un pas et former notre premier groupe. En fin de compte, en 2015, les amis avaient dit, prenons les choses en main et commençons cette formation. C'est ainsi que nous les avions amenés aux États-Unis. Au lieu de les envoyer dans un pays qui avait la formation, ils refusaient. Nous avons pris nous-mêmes la chose en main. Quand ils sont venus aux États-Unis, on a commencé la formation des formatrices. Et quand ils sont revenus, comme j'ai dit là, la formation en cascade a commencé. Et nous avons fait un pas de géant. De 4, nous sommes passés à 20. Et maintenant, nous voulons passer avec ces 20 dans toutes les provinces. Comment ça va se passer? Vous arrivez dans une province, vous ciblez un centre de santé et vous dites que c'est ici que vous allez mener vos actions. Comment vous allez le faire concrètement? Le ministère de la Santé est ouvert. Nous avons eu des entretiens avec eux. Ils vont cibler des hôpitaux dans les provinces. Et dans ces hôpitaux-là, nous allons venir établir nos centres, c'est-à-dire les écrans, comme dans une classe, et les écrans de consultation. Et c'est comme ça que nous allons être connectés. Ces hôpitaux vont être connectés avec l'Université de Virginie et nous allons démarrer de cette façon-là. Cette télémédecine, est-ce que c'est juste accès à la formation? Vous connectez à d'autres institutions du monde pour pouvoir transmettre des cours? Ou bien ce sera aussi bénéfique pour nos patients, pour nos malades, pour les femmes qui viennent accoucher, puisque nous parlons de la santé maternelle et infantile? Une très bonne question, merci pour cette question. La télémédecine que nous avons utilisée de l'Université de Virginie concerne l'éducation à distance et les consultations à distance. Nous avons un autre partenaire qui est en Angleterre, qui nous a donné une forme de télémédecine pour les consultations à distance. Donc ce que nous utilisons pour l'Université de Virginie, c'est surtout pour la mortalité maternelle et infantile. Mais avec les autres partenaires de l'Angleterre, ça c'est pour les cliniciens, les médecins, où qu'ils soient en brousse, ils vont avoir accès à un nombre de 750 médecins éparpillés dans 78 pays et ils peuvent les consulter pour prendre un peu de conseils, comment ils peuvent prendre en charge leurs malades, où qu'ils soient. Est-ce que le problème d'Internet, accès à Internet qui pose encore problème en République démocratique du Congo n'est pas un frein à l'atteinte de vos objectifs? Oui, ce sont des problèmes réels, oui. Nous avons rencontré des problèmes énormes, mais nous disons merci, ces problèmes ne nous ont pas arrêtés. Le problème de connexion était un grand problème. Nous avons pourvu notre centre pilote avec des générateurs et nous avons pourvu aussi la connexion Internet avec des maisons qui sont sur place. Ce n'était pas toujours facile. Et il y a aussi la différence en heure.
Nous avons à peu près 6 heures de différence. Il fallait atteindre les classes pendant que c'était le jour ici. Donc nous, c'était la nuit, parfois 3 heures, 5 heures du matin. Mais c'était des obstacles surmontables. Nous pouvons dire, regarder derrière aujourd'hui et dire que c'était des obstacles surmontables. Nous avons fait et nous avons atteint notre objectif. Nous avons ouvert notre centre pilote et pratiquement, nous avons fini la formation en 2018. Le premier groupe qui a été évalué par des experts venant du Zimbabwe et qui ont dit oui, vous avez atteint le niveau que vous recherchez, le niveau international. Et maintenant, nous avons ouvert notre centre en 2018, juillet 2018. Juillet 2019, des accouchements se sont passés. Il n'y a pas eu de décès maternel ni infantile. Donc c'est vrai, la formation de la sage-femme, c'est la clé la plus sûre pour vaincre la mortalité maternelle et infantile. Vous dites la clé la plus sûre. On dit même que la formation de la sage-femme est au premier rang pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Madame Agnès, vous êtes sage-femme, vous êtes infirmière. Vous avez certainement eu le temps d'observer dans quel milieu travaillent les sages-femmes en République démocratique du Congo. Comment vous jugez ce milieu de travail? Est-ce qu'elles travaillent dans des bonnes conditions pour pouvoir justement renverser la tendance de la mortalité maternelle et infantile? Les conditions pourraient être améliorées. Je salue la sage-femme au Congo. Les conditions pourraient être mieux, mais c'est quand même déplorable parce qu'elles n'ont pas l'équipement, elles n'ont pas la facilité pour maintenir la stérilité, elles n'ont pas tout ce qu'il faut. Et nous avons essayé de pallier un peu à cela à notre centre pilote qui est un centre par l'excellence. Et nous ne sommes pas encore là, mais c'est quand même un peu mieux. Donc nous croyons que si on leur donnait les moyens, ces sages-femmes qui prodiguent des soins arriveraient à produire de bons résultats. Quelles sont vos attentes? Qu'il n'y ait pas de mère qui meurt en donnant la vie et qu'il n'y ait pas d'enfants qui meurent en venant au monde. Et que les enfants atteignent quand même leur premier anniversaire sans mourir. Dans d'autres pays, on ne parle même plus des accouchements à risque, mais on continue à en parler en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui justifie ce retard? Je veux dire qu'il y a beaucoup de raisons. Il y en a beaucoup, mais en parlant de la formation, c'est cette formation qu'on a toujours classée parmi les formations qui n'ont pas atteint de standard. Et je pense qu'avec un apport comme nous l'avons fait, parce que nous avons copié quelque chose qui a marché en Afrique, nous avons pris en Afrique du Sud et nous avons essayé d'amener chez nous et ça a marché. Si on pouvait réformer, revoir un peu cette formation qui a contribué à ce que nous soyons là où nous sommes, et je crois que nous allons aussi y arriver, c'est vrai. Vous êtes en contact permanent avec le ministère de la Santé pour pouvoir étendre votre projet. Est-ce qu'on doit dire que ce contact sont sur la bonne voie? On doit espérer voir ProSami former un peu plus de sages-femmes en République démocratique du Congo. Oui. Des contacts très enrichissants que nous avons eus. Le ministère nous a dit à peu près dans le même sens où nous avions évolué, prendre les infirmières. Parce que tenez, les derniers chiffres qui nous ont été donnés à l'inspection publique, il y a à peu près 100 000 infirmières contre 2 000 sages-femmes. Alors le ministère pensait prendre parmi les infirmières et leur donner la formation sage-femme. Comme ça, nous aurons égalisé un peu le nombre. Justement, ce que nous avions fait. Nous avons pris certaines infirmières et nous leur avons donné la formation de formatrice. Nous avons applaudi cela. Nous avançons dans la même direction. Donc c'est comme ça que nous allons nous mettre. Nous allons donner cette formation, renforcer les sages-femmes qui existent et prendre les infirmières désireuses de servir la sage-femme. Ah, c'est bien de dire désireuses parce que il y a de ceux-là qui veulent rester infirmières, il y a de ceux-là qui disent il est infirmier mais il n'est pas sage-femme. Donc c'est pour essayer d'éviter un peu que les gens se mettent dans des conflits. Alors voilà pourquoi vous insistez sur les infirmières désireuses de bénéficier de cette formation. Exactement, désireuses. Et pour ce qui est des milieux ruraux, nous allons prendre les infirmières qui existent dans les milieux ruraux, qui ont déjà gagné la confiance de leur place et qui sont dans cet endroit géographiquement accessible. Et nous allons leur donner les capacités et elles pourront servir leurs milieux locaux. Et qu'est-ce que vous allez faire de ces femmes dans nos villages, de ces mamans qui aident les femmes à accoucher, qui ne sont pas infirmières, qui ne sont pas sages-femmes, mais qui ont cette connaissance-là d'aider les femmes à accoucher? Est-ce qu'elles pourront aussi bénéficier de vos conseils, de vos enseignements et pourquoi pas de cette formation? Ces femmes-là constituent un grand
un grand apport à ce que nous sommes en train de faire. Nous n'allons pas les abandonner. Nous allons les encadrer dans une formation qu'on appelle les aides de santé communautaire. Elles seront nos aides de santé communautaire. Avec la confiance qu'elles ont déjà gagnée de la population, elles pourront nous aider à atteindre nos objectifs en allant éduquer, renforcer le pourquoi de la consultation prénatale et le pourquoi de ceci. Vous voyez, renforcer ce que nous aurions à dire. Elles seront comme un trait d'union entre nous et la population. Et nous en avons besoin. Et elles seront très bénéfiques. Madame Agnès, avant que nous puissions chuter cet entretien, j'aimerais quand même que nous puissions revenir sur cette innovation, parler un peu plus de la télémédecine que vous amenez grâce à votre ONG déjà dans le Kasaï oriental. Est-ce que vous pourriez encore nous dire un peu plus sur son avantage en l'utilisant partout en République démocratique du Congo? L'avantage est énorme. Imaginez-vous une maman qui est en train de vendre les arachides et n'a pas l'argent de se payer même pour aller à l'hôpital. Mais vous l'amenez sur un écran et elle peut être consultée par un expert qui est à l'Université de Virginie. Le médecin l'amène là-bas et avec la connexion, le médecin spécialiste qui est en Virginie consulte la dame, vous donne le traitement et tout ça. Cette maman n'aura jamais un billet pour aller en Virginie, elle n'y pense même pas. Mais elle a quand même eu le bénéfice d'une consultation internationale par un expert étranger. La même chose pour les consultations avec les partenaires de l'Angleterre. Nos docteurs pourront consulter ces gens-là 24 heures sur 24 et avoir le conseil de ces gens-là. Et vous savez, quand on isole quelqu'un, on tue même la population qu'il va servir. Cet isolement scientifique, nous allons vaincre ça. Parce que nos médecins qui ne sont pas en contact avec tout le monde, qui sont isolés dans les brousses, ne seront plus isolés. Nous sommes venus briser les ponts et enlever les montagnes. Ils ne seront plus isolés. Ils seront exposés à ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est déjà une grande puissance pour vaincre. Madame Agnès, il nous reste, je dirais, 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Et sur le point de la mortalité maternelle et infantile, est-ce que vous pensez que la RDC est sur la bonne voie? C'est pour cela que nous sommes venus justement pour apporter notre apport à l'atteindement de ces objectifs. Parce que, oui, 10 ans. Dans 10 ans, avec le plan que nous avons fait, à l'aide de cette télémédecine, nous allons atteindre toutes les provinces et toutes les sages-femmes dans n'importe quel coin. Nous serons à mesure de former. En utilisant la formule cascade, nous pourrons être à mesure de former 1300 formatrices, c'est-à-dire au moins par chaque province 26. Et nous aurons aussi formé 15 600 sages-femmes, c'est-à-dire 600 au moins par province. Et nous aurons établi des centres de télémédecine dans toutes les provinces, au moins 5 par province, dans les 10 ans ici. Nous voulons faire le pas de géant, mais avec la formation cascade et la télémédecine, nous pourrons y arriver. Donc, votre apport est très important. C'est vraiment un appui à ne pas négliger, un appui de taille pour pouvoir atteindre cet objectif de développement durable. Nous sommes prêts pour le défi. Justement, en République démocratique du Congo, vous menez vos entretiens, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'un partenaire. Est-ce qu'on peut savoir son apport justement dans ce que vous faites aujourd'hui? Monsieur David Strida, c'est lui le président de l'association ici et il est venu nous accompagner. C'est sa 4e visite ici en RDC. Justement, il est le président et il mobilise beaucoup cette université là où il est professeur. L'Université de Virginie, il est professeur. Moi, je suis infirmière et lui, il est professeur là-bas. Il mobilise les gens pour dire venez derrière nous, nous sommes en train de travailler en RDC. Nous allons justement suivre le président de cette association, donc Monsieur David, qui va nous parler un tout petit peu de son apport dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Maman Agnes interested me 10 years ago in. J'ai rejoint Prosani par le canal de Madame Agnès afin d'aider à lutter contre la mortalité maternelle et infantile si élevée en RDC. Avec mes 40 ans d'expérience en tant qu'infirmier de l'Université de Virginie, nous avons commencé ce projet en RDC
mais nous pouvons le faire dans d'autres pays parce qu'on a déjà un modèle. Selon les chiffres, en RDC, un enfant sur 10 meurt à la naissance et le pays enregistre 846 décès sur 100 000 accouchements vivants. Notre objectif est de réduire cette mortalité maternelle et infantile et je sais que c'est possible. Nous formons les sages-femmes dans le Kasaï et si nous continuons dans cet élan, nous sommes convaincus que nous allons atteindre nos objectifs. Madame Agnès, cet entretien est fini. Est-ce que vous avez un dernier message à toutes les sages-femmes que vous avez déjà formées dans le Kasaï oriental et pourquoi pas aux autres sages-femmes que vous allez former, je l'espère, prochainement dans les autres provinces du pays? Je salue la sage-femme du Congo qui a maintenu quand même, malgré l'isolement, malgré l'abandon, si je peux dire comme ça, où ils évoluaient sans nous, je la salue. Et nous n'avons pas voulu joindre tout le monde qui nous a vraiment mis à l'écart en nous pointant seulement du doigt. Votre formation n'a pas atteint le standard, votre formation n'a pas atteint le standard. Nous sommes venus pour essayer d'aider et relever quand même leurs conditions. Nous serons à leur côté jour et nuit pour qu'enfin, nous aussi, nous ayons des bons nombres de statistiques où il n'y aura pas de mères qui meurent et d'enfants qui meurent à la naissance. Nous espérons qu'avec l'aide du ProSami, promotion de la santé maternelle et infantile, la République démocratique du Congo pourrait se présenter à ce rendez-vous en 2030 de la réduction de la mortalité maternelle infantile. Madame Agnès Kalonjika-Nyanya, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous sommes ici à l'Institut national pilote de sciences de santé, INPS, et vous êtes infirmière justement, vous êtes venue des États-Unis, vous êtes congolaise d'origine et vous venez découvrir aussi ce centre qui forme des infirmières ici en République démocratique du Congo. Et c'est ici justement que nous avons parlé de ce problème de la promotion de la santé de la mère et de l'enfant qui est un pilier majeur du développement. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. La suite de cette émission, c'est dans la rubrique 1001 questions santé. Quelles sont les étapes de l'accouchement ? Les étapes de l'accouchement se diffèrent d'une femme qui n'a jamais accouché à celle qui a déjà eu 2 enfants. Pour un premier enfant, d'abord le col s'efface, c'est-à-dire qu'il n'a plus la longueur et devient tout fin comme un papier. Ensuite, il se dilate en s'ouvrant de 1 à 10 cm. Parallèlement à la dilatation du col, la tête du bébé descend et s'engage dans le bassin de la mère. Arrivé à la dilatation complète, c'est-à-dire 10 cm, le col est tout ouvert et quand la tête du bébé est assez basse derrière le vagin, il y a la phase d'expulsion où la femme est aidée par la sage-femme pour pousser en vue de mettre au monde son bébé. D'abord sort la tête et ensuite la sage-femme fait sortir les épaules et le reste du corps. Après 5 à 10 minutes ou même jusqu'à 30 minutes de la naissance du bébé, la femme doit pousser pour faire sortir le placenta. Pour une femme qui a déjà accouché, l'effacement peut se faire après que le col soit dilaté de 3 à 4 cm et la tête du bébé peut descendre rapidement du haut du bassin jusqu'en bas pour naître. Dans tout le cas, il faut de contractions régulières pour accoucher de bonne durée et de bonne intensité. Hélas douloureuse, mais la sage-femme peut vous aider à respirer jusqu'à trouver le moyen pour vous aider à supporter les douleurs. Je vous conseille donc de vous inscrire à un cours de préparation à la naissance ou de suivre régulièrement vos consultations prénatales en vue d'avoir des explications ultérieures et vous faire donner 2 conseils. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.